Hello, les vacances c'est donc le temps des brocantes et ce matin, euh, près de ma petite caravane, j'ai trouvé ceci. Je n'ai lu aucun de ces livres et donc je me propose de faire la lecture des premières pages, la première, la deuxième de chacun de ces bouquins que je n'ai pas lus. Je ne connaissais même pas, ou je ne me souvenais pas en tout cas, de ce Jules Verne. Je vais passer la préface, chapitre 1. Dans lequel le juge de paix John Prose remplit un de ses plus agréables devoirs professionnels avant de retourner à son jardin. Il n'y a aucun motif pour cacher au lecteur que la ville dans laquelle se sont succédées les péripéties de cette histoire est située en Virginie, États-Unis d'Amérique. S'ils le veulent bien, nous l'appellerons Waston. Nous ajouterons qu'elle occupe dans le district oriental la rive droite du Potomac. Mais il nous paraît inutile de préciser davantage en ce qui concerne cette cité, et il est inutile de la chercher même sur les meilleures cartes de l'Union. Cette année-là, le 27 mars, dans la matinée, les habitants de Waston, en traversant Exeter Street, pouvaient s'étonner de voir un élégant cavalier remonter et redescendre la rue au petit pas de son cheval, puis finalement s'arrêter sur la place de la Constitution, à peu près au centre de la ville. Le cavalier ne devait pas avoir plus de 30 ans. De sa personne se dégageait le type pur du Yankee, lequel n'est point exempt d'une originale distinction. Il était d'une taille au-dessus de la moyenne, de belle et robuste complexion, châtain de cheveux, brun de barbe, figure régulière, sans moustache. Un large ulster le recouvrait jusqu'aux jambes et s'arrondissait sur la croupe du cheval. Il maniait sa monture d'allure vive avec autant d'adresse que de fermeté. Tout dans son attitude indiquait l'homme d'action, l'homme résolu, et aussi l'homme de premier mouvement. Il ne devait jamais osciller entre le désir et la crainte, ce qui est la marque d'un caractère hésitant. En outre, un observateur eût constaté que son impatience naturelle ne se dissimulait qu'imparfaitement sous une apparence de froideur. Ce jour-là d'ailleurs, qu'était-il venu faire en cette ville où nul ne le connaissait, où nul ne se fût rappelé l'avoir jamais vu? Comptait-il y rester quelque temps? En tout cas, il ne semblait pas vouloir s'enquérir d'un hôtel. D'ailleurs, il n'aurait eu que l'embarras du choix. On peut citer Waston sous ce rapport, et en aucune autre ville des États-Unis, voyageurs ne rencontreraient meilleur accueil, meilleur service, meilleure table, confort aussi complet, à des prix généralement modérés. Cet étranger ne paraissait point en disposition de séjourner à Waston. Les plus engageants sourires des hôteliers n'auraient sans doute aucune prise sur lui. La chasse aux météores, Jules Verne. Ça souffle. Alors, deuxième achat de ce matin, La désincarnation, Jean Rouault. De Jean Rouault, j'ai lu Les Chants d'honneur, son prix Goncourt, il y a bien longtemps, je ne sais plus en quelle année, 1990, voilà, et je n'ai jamais rien lu d'autre de Jean Rouault. Je ne sais pas pourquoi, ce sera l'occasion. La désincarnation. Pro domo. Alors plaidons. On ne fait pas ce grief aux peintres. On ne reproche pas à Cézanne d'avoir planté son chevalet à plus de 50 reprises au pied de la montagne Sainte-Victoire, à Rembrandt et Van Gogh d'avoir inlassablement cherché toute leur vie à capter ce reflet d'eux-mêmes dans le miroir, à Monet d'avoir tenté de comprendre comment la lumière se joue des pierres de la façade de la cathédrale de Rouen jusqu'à la métamorphoser en une brume bleutée. On s'accorde au contraire à voir dans cet acharnement une volonté de réduire la part du mystère, un désir d'épuisement du sujet, une obstination nécessaire à qui ne se contente pas d'un rapide survol des apparences. Que les auteurs remettent sur le métier un même motif, et on laissera entendre que c'est le symptôme d'une carence de l'imaginaire, que ça suffit comme ça, qu'on en a les oreilles rebattues, des mêmes histoires. À Claude Simon, il se trouva quelqu'un pour faire remarquer qu'après avoir raconté à 3 reprises ce qui constitue la scène originelle de son œuvre, la débâcle du printemps 40, et par cet enregistrement d'un cavalier chargeant sabre au clair les parachutistes allemands
l'ultime soubresaut de cette idée chevaleresque de la France, il n'allait pas remettre ça tout de même. Sous-entendu, remettre ça, le roman, c'est-à-dire cette baderne, cette vieille scie. Hypothèse. La route des Flandres, dernier avatar du roman de chevalerie. Imaginons ensuite que roman et roman de chevalerie soient du pareil au même. Remettre ça reviendrait à se demander: est-ce que le roman peut survivre à la mort du grand cheval, celui suffisamment robuste pour supporter le lourd équipement du chevalier? Or, sur ce point délicat, la réponse de Claude Simon est sans appel, qui nous montre le capitaine de Rexach, ultime rejeton de cette tradition chevaleresque inadaptée à la modernité, fauché par la mitraille dans le soleil de juin. Homme, cheval et sabre s'écroulant d'une pièce sur le côté. Ce qui, cette inscription funéraire, dit la fin de la France, c'est-à-dire de sa fiction fondatrice et par là même la mort du roman. Alors qu'est-ce qu'il en reste? La langue romane, de sorte que Claude Simon put répondre qu'après l'écriture, il y a encore de l'écriture, et il remit ça dans le Jardin des plantes. Ces 4 versions accrochées aux cimaises d'un musée d'art contemporain, il sauterait aux yeux que le roman, comme le temps, est une question de ton et de point de vue, et que la mémoire est une fiction mouvante. Fiction mouvante étant le titre du 2e texte, puisque ce sont des fragments, apparemment des fragments sur la littérature. Voilà, Jean Rouault, La désincarnation. Et enfin, toujours en brocante ce matin, Annie Ernaux, Passion simple. Ici, la 4e de couverture dans la collection Folio dit ceci, prend cet extrait-ci plutôt. À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme, qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. Alors voilà. Cet été, j'ai regardé pour la première fois un film classé X à la télévision sur Canal+. Mon poste n'a pas de décodeur, les images sur l'écran étaient floues, les paroles remplacées par un bruitage étrange, grésillement, clapotis, une sorte d'autre langage, doux et interrompu. On distinguait une silhouette de femme en guêpière, avec des bas, un homme. L'histoire était incompréhensible et on ne pouvait prévoir quoi que ce soit, des gestes ou des actions. L'homme s'est approché de la femme. Il y a eu un gros plan, le sexe de la femme est apparu, bien visible dans les scintillements de l'écran. Puis le sexe de l'homme, en érection, qui s'est glissé dans celui de la femme. Pendant un temps très long, le va-et-vient des 2 sexes a été montré sous plusieurs angles. La queue est réapparue entre la main de l'homme et le sperme s'est répandu sur le ventre de la femme. On s'habitue certainement à cette vision, la première fois est bouleversante. Des siècles et des siècles, des centaines de générations, et c'est maintenant seulement qu'on peut voir cela. Un sexe de femme et un sexe d'homme s'unissant. Le sperme, ce qu'on ne pouvait regarder sans presque mourir, devenu aussi facile à voir qu'un serrement de main. Il m'a semblé que l'écriture devrait tendre à cela, cette impression que provoque la scène de l'acte sexuel, cette angoisse et cette stupeur, une suspension du jugement moral. Annie Ernaux, Passion simple. Pendant ce temps-là, un avion passe au-dessus de ma tête. Salut!